Sud FM. Il est 18h. Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite les titres de Sud Soir. Marche avortée des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ce mardi. Ils ont été stoppés net dans leur élan par la gendarmerie à hauteur de Khombole après 25 km de marche pour occupation illégale de la voie publique. Les marcheurs battent en brèche et comptent poursuivre le combat pour de meilleures conditions d'études. Cette marche avortée coïncide avec la recrudescence de l'immigration irrégulière. Pour lutter contre le projet Défi Archipelago a été porté sur les fonds baptismaux ce mardi. Objectif, développer l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Ce mardi également célébrer la journée des forces armées, le renforcement du dispositif technique des forces de défense et de sécurité d'ici 2025. Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'y engage. Le thème de cette année est forces armées et protection des frontières. Hors de chez nous, Boris Johnson, le premier ministre britannique, félicite Joe Biden suite à sa victoire et se dit impatient de renforcer le partenariat entre les deux pays. Notre pays reçoit la Guinée-Bissau pour les besoins des éliminatoires de la CAN 2021. Le protocole sanitaire respecté à la lettre, nous dit l'invité de ce 18h. Il s'agit de Dr Aboubakar Sadir Ngom. Info Eco complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud Soir. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, marche avortée des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Ces jeunes ont été interceptés par la gendarmerie à hauteur de Khombole après 25 km de marche. Après avoir quitté donc leur université, occupation de la voie publique, motif invoqué par les forces de l'ordre. Il n'en est rien selon Mohamedou Sarr, président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Nous l'écoutons avec Birama Ndiaye. Nous avons marché jusqu'à Khombole, vers les 25-27 km de marche. Il y a une patrouille de la gendarmerie qui nous a interceptés pour nous dire qu'il y a occupation de la voie publique et trouble à l'ordre public. Alors que nous, depuis le début de la marche, nous n'avons manifesté aucun acte de trouble à l'ordre public. Nous avons aussi daigné ne pas occuper la voie publique. Alors, nous n'avons pas eu de moyens de transport pour nous rendre vers les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons décidé de marcher pour nous y rendre. Là, il y a la gendarmerie interrompu la marche pour les motifs que je viens d'évoquer. Nous sommes actuellement à Khombole, essayer de voir comment continuer notre marche. Oui, les motifs sont les mêmes, parce qu'à chaque fois, je pense que nous avons rappelé à l'opinion par voie de communiqué à travers des sorties médiatiques, des manifestations, la situation d'ensemble de l'université Alioune Diop, c'est une souffrance quotidienne que vivent les étudiants, un problème de sureffectif. Et on dit toujours que l'université Alioune Diop, c'est l'université la moins lotée du Sénégal, la plus défavorisée. Et le ministre lui-même, lorsque nous avons entamé les revendications pour exiger l'extension de l'université Alioune Diop, la construction d'amphithéâtres, l'achèvement des restaurants et la construction de nouveaux restaurants, il avait pris des engagements fermes allant dans le sens de satisfaire les revendications des étudiants. Et jusqu'à ce moment, c'est une grande déception de toute la communauté de constater que rien n'est fait jusqu'à ce moment. Actuellement, nous sommes en grève pour une période de 96 heures renouvelable. Nous avons entamé une marche et l'objectif de la marche est d'atterrir au logo du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, il y a les forces de l'ordre qui font obstruction à cette marche. Nous continuons et nous sommes encore déterminés à aboutir à nos fins. Et les fins, ce n'est rien d'autre que la satisfaction des revendications.
C'était Mohamedou Sarr, il est le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Je rappelle que ces étudiants avaient donc prévu de marcher jusqu'à Dakar, mais la gendarmerie a stoppé net leur élan à hauteur de Khombol. Ils réclament de meilleures conditions d'études. Au moment où ces étudiants réclament donc ces meilleures conditions, les populations de certains quartiers de Dakar réclament le liquide précieux. Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment à Scat Urbam, où l'eau ne coule plus des robinets depuis des mois. Même scénario également aux HLM Grand Yoff. Constat, Odile Minkelan. Ils font partie des Dakarois qui vivent le calvaire du manque d'eau. Ces habitants de Scat Urbam, depuis 3 mois, n'ont pas d'eau. Vraiment, c'est difficile. Nous, les mères de famille, on a tout le temps besoin de l'eau pour le ménage, la cuisine, pour se laver, entre autres. Pour les enfants, c'est bientôt la rentrée des classes. Comment allons-nous faire? Depuis plus de 3 mois, on vit ce manque d'eau. On ne dort plus la nuit à cause de cela. L'eau ne coule plus des robinets. Bientôt 1 mois. Non loin de là, aux HLM Grand Yoff, la situation est moins compliquée. Les pénuries d'eau sont fréquentes cette année. Pour ceux qui occupent les rez-de-chaussée, c'est moins pénible. Mais pour nous qui sommes en hauteur, c'est très dur. Tu vois, la pression est très faible et c'est anormal. Si c'était au premier ou deuxième étage, alors on n'allait même pas avoir une goutte. Les habitants de Scat Urbam et des HLM Grand Yoff sont déçus. Ils croyaient qu'avec l'arrivée de Sen'Eau, les pénuries d'eau à Dakar allaient être de vieux souvenirs. Mais tel n'est pas le cas. Les factures d'eau sont tellement salées et ils ne pardonnent même pas. Si tu as une facture d'eau, ne serait-ce que de 1000 francs, si tu ne paies pas à temps, ils coupent l'eau automatiquement. Scat Urbam, comme les HLM Grand Yoff et d'autres quartiers à Dakar, les populations souffrent du manque d'eau depuis plusieurs mois. Odile Minkilan, vous l'avez dit, les populations souffrent du manque d'eau au moment où la pandémie de la Covid-19 reste présente dans notre pays malgré une tendance baissière remarquée ces dernières semaines. 27 patients, dont un dans un état grave, encore sous traitement, et aucun décès enregistré hier lundi et 9 nouvelles contaminations recensées ce jour selon le directeur de la prévention, Dr Elhadj Mamadou Ndiaye. Sur 597 tests réalisés, 9 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,51%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons aucun cas contact suivi par nos services. Par contre, nous avons 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 3, Dakar Plateau 1, Kaolack 1, Ouakam 1 et zone B 1. 17 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 9 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 720 cas ont été déclarés positifs, dont 15 366 guéris, 326 décédés et donc 27 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients restés dans nos services ou suivis dans les domiciles et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.
C'était le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Malgré cette tendance baissière, ce n'est pas encore la fin de la pandémie. Les chiffres du ministère de la Santé sont loin de la réalité, selon certains Dakarois. Pour d'autres, ils croient fermement qu'on tend vers la fin de cette pandémie, mais exhortent à la prudence et au respect des mesures barrières. Ces populations se sont confiées à Khadisen. Depuis quelques semaines, la pandémie de la Covid-19 affiche une tendance baissière. Un relâchement noté chez certains, les mesures barrières foulées aux pieds, comme pour dire qu'on tend vers la fin. En tout cas, plusieurs personnes le pensent. Il y a des gens qui continuent de porter le masque. Bien vrai que certains, dans les transports communs, il y a des gens qui ne portent pas de masque. Ils s'en fichent du corona. Dernièrement, il y a la réduction du nombre de cas. On peut dire que on a tendance à aller vers la fin. Ouais. Ça ressemble à une fin quand même, d'autant plus que le nombre de malades qui baisse drastiquement. Les gens ne portent plus les masques. Ça veut dire exclusivement que le corona est en train de partir, en quelque sorte. On est loin de la fin de la pandémie, estime ce jeune homme. Selon lui, les chiffres annoncés par le ministère de la Santé ne sont pas fiables. Chaque fois, on voit les gens ne portent pas les masques. Du coup, les autres aussi délaissent la chose, mais je ne pense pas que la maladie est finie. Je pense que c'est loin d'être fini quand même. D'autant plus qu'en Europe, ça part, ça revient. Ça peut être le cas ici. Par rapport à ces nombres-là, franchement, je pense que les chiffres ne sont pas fiables. Selon moi, ça, j'y crois fermement. Répondre à la réalité sur le terrain. Pourquoi à l'hôpital, on interdit aux gens d'y entrer tout le temps, tout le temps. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'y trouvait, que personne ne pouvait comprendre. Là-bas, à l'hôpital même. Allez à l'hôpital Fan pour essayer de rendre visite à quelqu'un, vous allez voir combien c'est difficile d'y entrer. Et pourquoi ça? Pourquoi autant de rigueur? Il y a un non-dit, je pense bien, dans tout ça. La situation n'est pas encore maîtrisée. Pas de vaccin, alors prudence. Ils invitent leurs concitoyens à continuer de porter les masques dans les transports et lieux publics. Comme on dit, il ne faut pas aussi être aussi confiant que cela, parce que c'est des maladies qui, jusqu'à présent, les gens ne l'ont pas maîtrisées. C'est des maladies qui vont passer, compte tenu du nombre de malades en Europe, en Asie, ainsi de suite, ça veut dire que c'est des maladies qui peuvent survenir encore. Donc toujours est-il qu'il faut être vraiment prudent, très prudent même. Même si on tend vers la fin, il n'est pas question de dormir sur nos lauriers. Les mesures barrières doivent être respectées jusqu'à ce que le virus disparaisse. On doit être vraiment beaucoup plus prudent que ça, parce que tant que la maladie est là, on doit porter les masques. C'était le reportage de Khadisen. Cette pandémie de la Covid-19 est l'une des causes du phénomène de l'immigration irrégulière qui prend de l'ampleur ces dernières semaines. Justement, cette immigration irrégulière, on en parle avec le lancement du projet Défi Archipelago pour lutter contre l'immigration irrégulière. Ce projet vise le développement de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, notamment des chômeurs et des migrants de retour à travers les chambres de commerce de Dakar, de Diourbel, de Kolda et de Louga qui sont concernés. 450 jeunes vont bénéficier de formations principalement dans l'agriculture et le bâtiment. Ceci grâce au financement de l'Union européenne, nous dit Josette Kali. Donner des opportunités d'emploi aux jeunes chômeurs et migrants de retour, tel est l'objectif global de ce projet Défi Archipelago qui pour cette phase va impliquer 450 jeunes des régions de Dakar, Diourbel, Kolda et Louga. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar. Défi Archipelago est une initiative qui vise à travers des formations duales à doter de compétences aux jeunes, aux femmes et aux migrants. Le développement économique et local et l'entrepreneuriat sont encouragés dans 4 régions du Sénégal, Dakar, Diourbel, Kolda et Louga. À terme, 450 jeunes des régions concernées seront formés et les entreprises partenaires verront aussi leurs capacités renforcées. À cet égard, 150 bénéficiaires seront formés avec un accompagnement de la création d'entreprises. Pour les formations, l'accent sera surtout mis sur l'agriculture et le bâtiment. Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Renforcer les compétences techniques et l'employabilité des jeunes bénéficiaires dans les secteurs porteurs déjà identifiés, notamment l'agriculture, les BTP, la transformation des produits alimentaires en vue d'améliorer leur insertion sur le marché du travail. Et face à la recrudescence de l'immigration clandestine, Aminata Assom Diatta souhaite un élargissement du projet au-delà de ces 4 régions. Je voudrais également inviter les partenaires techniques et financiers
à examiner les possibilités de renforcement du projet avec un financement beaucoup plus conséquent pour non seulement élargir les cibles au niveau des régions concernées, mais également augmenter les régions bénéficiaires. Au terme de cet atelier de lancement, des partenariats ont été signés entre ces différentes chambres de commerce pour une meilleure collaboration dans le travail. Sud FM. Journée des forces armées célébrée ce mardi sous le thème Forces armées et protection des frontières. Le chef de l'État Macky Sall s'engage à renforcer le dispositif technique des forces de défense et de sécurité d'ici 2025. L'armée de terre, de l'air ainsi que seront toutes appuyées pour mieux réussir leur mission de sécurité des personnes et des biens, notamment face aux menaces sécuritaires qui secouent la sous-région. Nous écoutons à ce propos le président Macky Sall. Il est avec Adjifatou Bari. Face aux menaces, à la fois nombreuses et complexes, la notion même de protection des frontières revêt aujourd'hui de nouvelles dynamiques. Il en est ainsi parce que si la frontière reste toujours pertinente au sens classique, c'est-à-dire terrestre, maritime et aérien, elle est devenue plus diffuse et plus difficile à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter. Je pense au terrorisme, à la cybercriminalité et aux crimes transfrontaliers, aux périls environnemental et sanitaire, entre autres. C'est donc à la lecture de ces nouveaux défis que doit se comprendre la protection des frontières. Il s'agit non seulement de faire face à un ennemi physique, une tâche déjà difficile, mais également de protéger la nation contre des menaces plus vicieuses et aux impacts multiples. La pandémie Covid-19 en est un exemple. Si, à ce jour, notre pays a réussi à gérer au mieux cette grave pandémie, au point d'être cité un exemple par des sources indépendantes, nous le devons en partie à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité. C'est dans le même état d'esprit que nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite du bois qui décime nos forêts du Sud. Il en est ainsi du déploiement de nouvelles unités terrestres dans le cadre du tableau des effectifs et des dotations Horizon 2025, avec la mise sur pied des 32e et 34e bataillons d'infanterie et la création en cours des 33e et 36e bataillons. Les mêmes efforts se poursuivent avec la Marine nationale, dotée de nouveaux équipements de contrôle des côtes et du trafic maritime transitant dans les eaux sous juridiction nationale. Ce dispositif est complété par la présence de patrouilleurs de haute mer. Il sera consolidé par l'acquisition de nouveaux patrouilleurs. Quant à la gendarmerie nationale, son effectif a doublé ces 10 dernières années, avec l'objectif de le porter à 20 000 militaires à l'horizon 2025. C'était le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a pris part à la cérémonie de célébration de la journée des forces armées sous le thème Forces armées et protection des frontières. Ziguinchor a également célébré les forces de défense et de sécurité, occasion saisie par le gouverneur pour magnifier les efforts de l'armée, surtout dans cette zone frontalière. Ben Michel Kanfou. Cette 17e édition de la journée des forces armées a été célébrée à Ziguinchor, une région qui retrouve la paix et la stabilité grâce au développement des forces de défense et de sécurité, des efforts salués par le gouverneur de Ziguinchor, Guédi Diouf. Rendre un vibrant hommage aux forces armées, les hommes et les femmes qui, dans l'exercice du devoir, ont donné leur vie au service de notre pays et de la paix.
La sécurité de notre région et la défense du Sénégal sont des sujets et des défis qui nous concernent tous. Comme vous le savez, sans sécurité, il n'y a pas de vie en paix. Au colonel commandant la zone militaire numéro 5 et à tous les personnels des forces de défense et de sécurité, je réaffirme ma fierté. Je vous encourage à persévérer. Djamba, je vous renouvelle toute ma confiance. Le thème de cette année, forces de défense et de sécurité et protection des frontières, est déjà opérationnel dans le sud du pays en collaboration avec les forces armées des pays voisins, à en croire le commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel Souleymane Kandé. En matière de relations internationales maintenant, comme cela se dit, les États ne se font plus la guerre. Donc ce que nous faisons maintenant dans le cadre des politiques de défense des différents États, les gens ils privilégient maintenant vraiment la coopération opérationnelle, la coopération militaire opérationnelle. Effectivement, avec les pays riverains, et voilà, la Gambie, tout comme la Guinée-Bissau, nous avons déjà des accords de défense qui sont disponibles et cette coopération, elle existe et elle donne à l'occasion à chaque force de défense et de sécurité, lors de la survenance en tout cas d'une menace, de pouvoir la poursuivre jusqu'au pays riverain jusqu'à une profondeur de 5 km. Un défilé militaire et une visite des stands abritant du matériel militaire ont été organisés pour les populations et les autorités. Ben Michel Konfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Sud FM. Décès d'Amadou Toumani Touré à l'âge de 72 ans, l'ancien président malien laisse un legs important aux dirigeants africains, selon El Hadj Hamidou Kassé, que nous écoutons avec Mame Diarra Da Silva. Le président Amadou Toumani Touré était très attaché au Sénégal. Il avait nourri jusqu'au bout le projet que le train Dakar-Bamako allait reprendre parce qu'il lui voyait un trait d'union entre nos deux peuples. Je retiens du président ATT 3 dimensions. La première, c'est celle du démocrate. ATT a été un démocrate conséquent, radical, sans réserve. C'est pourquoi il a participé comme stratège, comme concepteur aux événements de mars 1991 qui ont précipité le départ de l'ancien président Moussa Traoré. Il a dirigé une transition de 11 mois environ, au bout desquels il a organisé des élections libres et démocratiques exemplaires et il a remis le pouvoir au président démocratiquement élu, le professeur Alpha Omar Konaré. Et depuis, il n'a pas cessé de prôner les valeurs de démocratie, de paix et de liberté pour son peuple. Au demeurant, il faut certainement souligner, pour le marquer très fortement, que le président a expérimenté en 1991 une démarche inclusive, participative pour la résolution de la crise dans le nord du pays, qui est aujourd'hui en proie à des démons, il faut le rappeler. La deuxième dimension, c'est celle de l'humaniste. Un humaniste fondamental, parce que dès qu'il a pris le pouvoir, dans les années 90, le président ATT s'est investi très activement dans la cause des enfants, pour la protection des enfants, pour la promotion des droits des enfants. La troisième dimension que je retiens, c'est la fidélité du président ATT. ATT a été fidèle à ses amis. Moi, c'est mon ami et confrère Seydou Sissouma qui me l'avait présenté en 2002 et il a eu la gentillesse, la courtoisie de me faire l'insigne honneur de venir jusque dans le cours du soleil pour me saluer. Je n'oublierai jamais cela parce que quand même, c'est lui le grand frère qui a été chef d'État mais qui malgré tout s'est déplacé pour son jeune frère. Après ce témoignage de El Hadj Hamidou Kassé, place au portrait du soldat de la démocratie, portrait dressé par notre correspondant à Bamako, Souri Ibrahim Meiga. La nouvelle est tombée ce mardi 10 novembre. L'ex-président malien Amadou Toumani Touré n'est plus. Il est décédé suite à un accident vasculaire cérébral. Avant son évacuation en Turquie où il a perdu la vie, il avait été admis à l'hôpital Luxembourg de Bamako, où il a reçu des soins au cœur. L'homme général de son État laisse derrière lui un brillant parcours qui aura marqué l'ère démocratique du Mali. Les Maliens le découvrent publiquement dans l'arène politique en mars 1991. Il avait pris le pouvoir après des contestations contre l'ancien président Moussa Traoré. Il dirige la transition et cède le pouvoir au premier président démocratiquement élu, Alpha Omar Konaré. Une décennie après,
c'est-à-dire de 92 à 2002, il fait son retour en devenant le président de la République de 2002 à 2007, puis reconduit pour un second mandat jusqu'en 2012, lequel ne sera pas achevé à cause des attaques de la rébellion visant l'armée régulière à Kidal, dans le nord. À 2 mois de la fin de ce quinquennat, il sera renversé par une junte dirigée par Amadou Aya Sanogo en mars 2012. L'ancien chef d'État trouve donc refuge à Dakar durant des années avant son retour triomphal au pays. Sa dernière apparition publique remonte aux obsèques de l'ancien président Moussa Traoré, survenu en septembre dernier. Il a su mettre le Mali sur la voie du développement avec la réalisation de plusieurs infrastructures. Rassembleur et homme de consensus, ATT, comme il est surnommé, s'en va à jamais à 72 ans. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Merci à Sori Ibrahim Meiga. Nous allons en Algérie. L'Algérie qui a battu son record de contamination quotidienne au coronavirus avec 753 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Annonce du ministère de la Santé. Le précédent record remonté au 24 juillet au pic de la première vague avec 675 cas. Contrairement à ses voisins du Maghreb, l'Algérie a tenu ses frontières fermées depuis le 17 mars. Je vous le disais en titre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé aujourd'hui avoir parlé à Joe Biden pour le féliciter après sa victoire lors de l'élection présidentielle américaine et s'est dit impatient de renforcer le partenariat entre les deux pays, notamment dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la promotion de la démocratie et la reconstruction après la pandémie. En sport, nous parlons du tirage au sport donc qui a eu lieu ce mardi au siège de la Ligue Pro. Tirage au sort concernant le championnat national de football saison 2020-2021. Voici les affiches. Il s'agit de Diambar NGB, AS Douane et Dakar Sacré-Cœur. Jaraaf sera face à Mbour Petite Côte. Quant à l'AS Douane, elle va se frotter à Snex. Et pour ce qui est TFFC également sera face à Casa Sport. L'US Gorée sera face à Génération Foot. Et donc pour le deuxième match, c'est plutôt Stade de Mbour contre Dakar Sacré-Cœur. Pour rappel, après ce tirage au sort qui a eu lieu ce mardi au siège de la Ligue Pro, la saison démarre le 2 janvier prochain. Merci à Odile Minkilan pour ce tirage au sort. Donc, ce qui ressort de ce tirage au sort qui a eu lieu ce mardi au siège de la Ligue Pro et qui concerne le championnat national de football saison 2020-2021. Nous parlons toujours de football avec la confrontation entre le Sénégal et la Bissau. Le match aller donc se joue au lendemain de la défaite face au Maroc en amical. Nous donnons la parole au journaliste sportif Pape Lamindour. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Je pense que les Lions ont quitté la scène africaine sur une mauvaise note, la défaite contre le Maroc 3-1. Et ils avaient une occasion de se racheter avec le match qu'on devait disputer contre la Mauritanie finalement annulé. Aujourd'hui, ce n'est plus un match amical, mais c'est un match de qualification directe, de qualification contre la Guinée-Bissau, un voisin. Ça ne sera pas facile parce qu'on sait très bien que les derbys entre voisins sont très chauds, même si le rapport égale qualité dans les effectifs ne sont pas pareils, mais ils vont se démultiplier pour poser des problèmes à l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, je pense que le discours pour remobiliser ces joueurs sera très important pour Aliou Cissé et je pense qu'il va le faire. Les joueurs eux-mêmes ont envie également de se racheter contre la Guinée-Bissau, c'est-à-dire de faire un très bon match et le gagner avec un très bon score sur le match à domicile. Et pour se faire pardonner par le public sénégalais, ils ont essuyé énormément de critiques par rapport à la prestation contre le Maroc, une équipe inexistante face au royaume chérifien, une équipe qui était carrément en manque d'inspiration. Aujourd'hui, toutes ces défaillances qu'on a vues contre les Lions de l'Atlas doivent être corrigées par la sélection nationale pour rassurer à nouveau le public sénégalais. Sud FM, l'invité du jour.
L'invité nous parle de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il se nomme Dr Ababacar Sadikh Ngom. Il est le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football et il est avec El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Ababacar Sadikh Ngom. Bonjour. Bonjour Malik. Vous êtes le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. Justement, nous allons parler de la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. La match aller est prévue demain à Thiès. Alors, dites-nous, docteur, quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport sur le plan médical pour un bon déroulement de ce match? Merci Malik. Comme vous le savez, depuis que la Covid sévit dans le monde entier, les États et la CAF, la FIFA également, ont pris un certain nombre de mesures pour effectivement réglementer, en tout cas mettre en place ce qu'on appelle un protocole sanitaire pour tous les matchs internationaux. Enfin, tous les matchs. Ici au Sénégal, nous nous conformons à ces deux directives, les directives de l'État du Sénégal ainsi que celles de la CAF et de la FIFA. Ce qui est constant, c'est effectivement le respect des gestes barrières, donc port de masque, respect de la distanciation sociale et également le lavage régulier des mains. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Deuxièmement, il faut également essayer de dépister des cas suspects. C'est donc passage obligatoire au thermoflash. Voilà les 4 dispositions que nous avons prises donc au niveau du stade. Mais également, pour le match spécifiquement, il faut, en dehors de ce qu'on appelle le protocole voyageur entrant au Sénégal, il y a un autre protocole qui est le protocole match spécifiquement et qui introduit ce qu'on appelle des tests Covid-PCR. Et ce test Covid-PCR, pour le voyageur entrant, il doit être fait 3 jours avant qu'il ne rentre dans le pays et sa validité est de 5 jours. Par contre, pour le test match proprement dit, dès que vous arrivez au niveau du pays, vous devez le faire 48 heures ou 24 heures avant la rencontre. Docteur, est-ce que seuls les joueurs font les tests? Alors, ces tests, la FIFA a divisé les délégations en 3 parties. Il y a la première partie qui concerne les acteurs, donc les joueurs et le staff. La deuxième partie est constituée de tout ce qui tourne autour de l'équipe et qui ne sont ni joueurs ni staff, comme les chauffeurs, le personnel de l'hôtel, etc., etc. Et la troisième partie, c'est également les organisateurs. Mais ce qui est obligatoire, c'est effectivement, par exemple, je suis là avec la délégation de la Guinée-Bissau, mais toute la délégation de la Guinée-Bissau qui sont au niveau de l'hôtel et qui ont voyagé avec l'équipe de Guinée-Bissau sont obligatoirement testés. Donc, il s'agit des joueurs, il s'agit de l'encadrement technique, médical et administratif. Il s'agit également des journalistes accompagnateurs parce qu'ils logent dans le même hôtel que, effectivement, la Guinée-Bissau. Mais en plus de cela, il y a les 3 chauffeurs qu'on a pris, le chauffeur du bus, le chauffeur de la vanne et le chauffeur du petit véhicule également sont testés, ainsi que le personnel de l'hôtel qui est dédié à la délégation de Guinée-Bissau, que ce soit les serveurs, que ce soit également ceux qui sont chargés du nettoyage des chambres. Alors, est-ce qu'il y a une durée de validité de ces tests? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du Sénégal, la durée de validité du test était de 7 jours, mais depuis le 1er novembre, il est de 5 jours. Mais par contre, le protocole sanitaire FIFA, le test n'a sa validité que pour le match. Donc après le match, le test n'est plus valable. Pour refaire un autre match, il va falloir également refaire un autre test. Même si le match va se dérouler en moins de 5 jours ou en moins de 7 jours. Est-ce qu'il y a une durée pour la disponibilité des tests? Voilà, c'est ça. Ça dépend également des laboratoires. Mais normalement, le délai pour la disposition des tests est de 24 heures. Mais on peut discuter avec les laboratoires et essayer de le faire comprendre de l'enjeu et pour qu'on puisse avoir effectivement les tests dans la journée. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Guinée-Bissau aujourd'hui, nous sommes en train de faire les tests, ils viennent de terminer et on est en train de discuter avec les laboratoires pour l'avoir, les résultats, juste avant qu'ils ne partent donc à l'entraînement, donc avant 16 heures. Alors, est-ce que d'autres tests seront faits pour le match retour? Obligatoirement, le test du match retour devrait être également effectué, mais une fois arrivé à Bissau. C'est un autre match, c'est un autre protocole de match, donc il va falloir effectivement faire un autre test
24 heures ou 48 heures avant le match. Docteur, que dit la dernière circulaire de la Confédération africaine de football? Justement, la CAF vient d'envoyer une circulaire par rapport à cela. Et voilà le règlement. Si vous avez 11 joueurs plus 4 remplaçants, vous pouvez jouer le match. Quel que soit le nombre de positifs qui se trouvent dans l'équipe, si il y a 11 joueurs plus 4 remplaçants négatifs, le match peut se dérouler. Et ce qui est encore plus corsé, c'est que si vous avez moins de 11 joueurs négatifs, vous perdez le match. Le match ne peut pas se dérouler et vous perdez également le match. Cela veut dire que si vous avez un nombre de Covid très important jusqu'à ce que vous ne puissiez pas disposer de 11 joueurs au niveau de votre équipe, vous perdez le match. Le truc est là. Dans le cas où une équipe participante ne peut pas se rendre, non. Selon le règlement Covid, si une équipe ne possède pas le nombre minimum de 11 joueurs, y compris le gardien de but, plus 4 remplaçants pour jouer un match, l'équipe sera considérée comme ayant perdu le match 2-0. Docteur Ababakar Ngom, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. Sud FM, chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Malgré les efforts fournis par l'État, le secrétaire général national du syndicat des travailleurs de la construction, des bâtiments et travaux publics réclame le paiement intégral de la dette due au BTP. Pour Alassane Diaraf Ndao, c'est le seul moyen pour décourager les candidats à l'immigration irrégulière issus du secteur. J'avoue que quand même mon effort a été fait pour le secteur, mais c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. La dette reste encore très importante. Ce qui est sûr et certain quand même, on avoisine toujours les 100 milliards que l'État doit au secteur du BTP. Ça c'est sûr parce que si on prend les grands chantiers et d'autres chantiers, quand même l'État doit encore beaucoup de sous, même si quand même parfois des miettes ont été alloués à ces entreprises. Et le risque pour ces entreprises, c'est que cette dette soit reportée entre 2021 et 2022. Et si jamais cela arrive, cela va engendrer la faillite certaine de certaines entreprises qui ne pourront pas quand même supporter les charges. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État, avec cette pyramide meurtrière qui se déroule au niveau de nos océans, où les jeunes quittent pour le Barça ou le Barça, si l'État veut vraiment freiner c'est une pandémie aussi, je pense qu'on peut le dire comme ça, l'État doit quand même régler définitivement cette histoire de la dette intérieure qui date quand même depuis des années. Sinon, quand même, les gosses vont continuer parce qu'il n'y aura plus de boulot. Le seul secteur qui comptait aujourd'hui des travailleurs, même si on peut le considérer comme des travailleurs, c'était le secteur du BTP. Maintenant, si les entreprises ferment parce que l'État n'a pas payé, je pense qu'il sera impossible d'arrêter les jeunes. Ils vont toujours continuer à faire du Barça ou du Barça. Voilà la situation de la dette au niveau du secteur. Mais quand les travailleurs, eux, qui sont dans le secteur du BTP, ne peuvent pas construire parce que la plupart d'entre eux ont vu leurs heures supplémentaires arrêtées, ou bien certains sont mis en chômage technique, ou bien d'autres sont purement et simplement mis en arrêt. Et donc, dans ces conditions, c'est le chef qui peut. Ils ne peuvent pas construire avec cette pandémie. Et je pense que donc aujourd'hui, ce que les gens font, c'est essayer de joindre les deux bouts. Voilà pourquoi je lance encore un appel solennel au président de la République pour que vraiment la dette intérieure des entreprises du BTP puisse être payée intégralement. C'est la seule voie d'issue pour les travailleurs qui sont dans ce secteur encore, qui y croient. Et quand même, nos entreprises aussi font des efforts, mais je pense que l'État doit vraiment régler ses dettes. Sinon, comme je l'ai dit, les gosses vont toujours continuer à prendre les bateaux, les pirogues pour aller soit atteindre Barcelone ou bien mourir au fond des océans. Et ça, je pense que pour moi, la responsabilité sera de l'État. Merci Alassane Diaraf Ndao. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du syndicat des travailleurs des BTP. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h40 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres.
Marche avortée des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ce mardi. Ils ont été stoppés net dans leur élan par la gendarmerie à hauteur de Khombole après 25 km de marche pour occupation illégale de la voie publique. Les marcheurs battent en brèche et comptent poursuivre le combat pour de meilleures conditions d'études. Cette marche avortée des jeunes étudiants coïncide avec la recrudescence de l'émigration irrégulière. Pour lutter contre le projet Défi Archipelago a été porté sur les fonds baptismaux ce mardi. Objectif, développer l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Ce mardi est également célébré les forces armées, le renforcement du dispositif technique des forces de défense et de sécurité d'ici 2025. Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'y engage. Le thème de cette année est forces armées et protection des frontières. Hors de chez nous, Boris Johnson, le premier ministre britannique, félicite Joe Biden suite à sa victoire et se dit impatient de renforcer le partenariat entre les deux pays. Notre pays reçoit la Guinée-Bissau pour les besoins des éliminatoires de la CAN 2021. Le protocole sanitaire respecté à la lettre, nous a dit l'invité de ce 18h, Dr Aboubakar Sadir Ngom. Il est le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons également livré à l'issue du tirage au sort concernant le démarrage pour les matchs comptant pour la Ligue Pro. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes mardi et comme tous les mardis à 19h, vous avez rendez-vous avec Marie-Rosalie Ndiaye pour Allo Docteur. Auparavant, retrouvez tout de suite l'équipe de Sud Éducation, à savoir Aïda et Mariem. Très bonne suite de programme.